Pour parler, bonne fête à toutes les femmes de partout dans le monde, particulièrement celles du Rwanda. Aujourd'hui, c'est la fête, la journée internationale de la femme et le thème, c'est l'innovation et la technologie au service de l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, pour un monde digital inclusif, innovation technologique pour l'égalité des sexes, nos vies dépendent de plus en plus d'une forte intégration technologique, suivre des cours, tout ce qu'on fait, ça se fait sur Internet. Pour en parler plus, je suis avec Areta Rwagasore, directrice générale de Ingomoko. Bonjour. Bonjour, Amandine. Que représente pour vous la Journée internationale de la femme? Je dirais que la Journée internationale de la femme représente pour moi une journée où on célèbre le sexe féminin, où on célèbre tout ce que nous pouvons faire en tant que femmes, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit mettre au monde, que ce soit prendre soin de notre famille. Donc du coup, cette journée est pour nous une journée où on doit vraiment nous mettre en valeur, reconnaître ce que nous apportons sur la table et vraiment nous féliciter aussi pour ce que nous faisons de tous les jours. Ingomoko, c'est une organisation internationale et aujourd'hui au Rwanda, quelle est la place de la femme au sein de votre institution? Ingomoko est une organisation assez spéciale quand on parle de femmes. Donc, dans notre conseil d'administration, actuellement, nous avons 65% de femmes. Nous avons aussi 65% de femmes au niveau de la direction. Et nous avons 46% de femmes au niveau du groupe. Donc, nous sommes actuellement en Éthiopie, au Kenya et au Rwanda. Et ce qu'Ingomoko fait pour les femmes, c'est que nous avons compris que la femme, ce n'est pas seulement une personne qui nous donne des services ou qui fournit des services au niveau de la compagnie, mais c'est vraiment quelqu'un qui apporte aussi beaucoup de valeur aux femmes, à nos femmes clientes, on va dire, dans beaucoup de sens. Donc aujourd'hui, si nous faisons tout ce qui est formation, tout ce qui est consulting, one-on-one, et tout ce qui est funding. Et donc, si tu es consulté par une femme et que tu es une femme micro-entrepreneuse, il s'agit d'une question d'ouverture, en fait. Donc, c'est-à-dire, tu as plus d'opportunités de vraiment, je dirais, t'exprimer et vraiment parler de tes problèmes, vraiment avoir quelqu'un qui te comprend et qui vraiment te prend au stade où tu es et qui t'amène à un stade plus élevé en termes de business. Et pour parler donc de l'impact, puisqu'elle a une grande importance, pour parler du thème d'aujourd'hui, donc l'inclusion digitale, donc innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Ça se passe comment? Est-ce que la femme, elle est active, elle est passive? Aujourd'hui, au Rwanda, je dirais qu'elle est un tout petit peu entre les deux. Elle n'est ni vraiment active dans la technologie. Je pense qu'aujourd'hui, on a un peu plus de femmes, bien évidemment, qui prennent des cours, qui sont dans la technologie, on va dire, qui sont dans les services tech. Mais on a moins de femmes, par exemple, dans les rural areas qui sont vraiment impliquées dans tout ce qui est espace numérique. Donc, Internet, accès au réseau, accès à l'information, parce que je pense que l'information est très capitale pour pouvoir prendre des décisions pour toi-même, pour ta famille et tout, ou pour ton business. Et donc, du coup, j'aime bien le thème de cette journée spéciale en 2023. Parce qu'elle montre, en fait, elle reflète le monde dans lequel on est aujourd'hui, vraiment le monde de la technologie. On est dans un monde qui court, on n'est pas dans un monde qui est statique, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup d'informations, ce que tu trouves en ligne. Donc aujourd'hui, rappeler à la femme que non, tu dois normalement vraiment être au sein ou être au milieu de tout ça. C'est une bonne chose. C'est vraiment une bonne chose et je pense que dans ces discussions aussi, on va pouvoir en parler plus longuement. Donc maintenant, vous venez de parler de un peu les deux, donc active, passive. Et s'il était question de décrire les défis identifiés, qu'est-ce que vous répondiez? Je pense que c'est une question déjà, avoir accès à l'information, que vraiment c'est important. C'est important que la femme puisse, pour s'autonomiser elle-même, elle doit vraiment avoir accès à cette technologie ou à cette innovation. Aujourd'hui, à l'école, c'est bien évidemment les femmes qui ont l'opportunité d'aller à l'école, elles ont cette information, elles ont accès à cet ordinateur, à cette tablette, à ce téléphone, tout ça. Mais
on a vraiment beaucoup d'autres femmes qui sont derrière et qui ne savent rien, qui ont des téléphones qui ne sont pas smart, donc qui n'arrivent pas à accéder à une certaine information, même une information qui a trait à leur santé, par exemple. Donc aujourd'hui, je pense que les défis qui sont là, c'est vraiment comment est-ce qu'on sensibilise les femmes à vraiment prendre ce rôle au sérieux, ce rôle de « je dois m'informer, je dois vraiment savoir utiliser un ordinateur, je dois savoir trouver l'information, même si c'est avec mon téléphone ou avec ma tablette ». Donc je pense que la sensibilisation joue un rôle très important. L'éducation, même au niveau du pays, carrément, joue un rôle très important. Et bien évidemment, mettre l'accent sur le fait que c'est vraiment des technologies qui sont transformatives. Donc il faut vraiment il faut aller avec le temps dans lequel on est, on va dire. Oui. Juste avant la Covid, il y avait Connect Rwanda où il y avait toute la population, tout le monde pouvait avoir accès au téléphone, smart téléphone, donc téléphone intelligent, c'est comme ça qu'on dit. Alors vous parlez de formation et vous êtes inquiet des personnes qui n'ont pas accès à cette information et vous couvrez le territoire national. Alors y a-t-il une stratégie pour que ces personnes, ou est-ce que vous utilisez une sensibilisation? Comment est-ce que vous faites pour être sûr que tout le monde a accès à cette information? Donc, pendant Covid, justement, je reviens à ça, pendant Covid, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment cherché un moyen pour que nos clients continuent à avoir les formations ou les consulting qu'on leur donnait face à face. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a carrément introduit un nouveau système qui s'appelle IVR, Interactive Voice Recording, qui est quelque chose qui te donne des informations au téléphone. Donc, par exemple, tu prends ton téléphone et tu appelles et on te dit, voilà, suis ceci et cela, et fais ceci et cela pour ton business, par exemple. Là, on parle vraiment de l'entrepreneuriat, de l'entrepreneur, même dans les rural areas, dans les camps de réfugiés, dans les host communities, qui sont les endroits qui entourent les camps de réfugiés, et dans les secondary cities. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a fait avec le IVR? Ça a beaucoup aidé parce que les gens ont continué leur formation. Le travail ne s'est pas arrêté. Ils ont continué à recevoir l'information. Ils ont continué à pouvoir travailler, à faire leur business, surtout ceux qui n'étaient pas dans le tourisme et le hospitality industry, parce que c'était eux qui étaient vraiment fermés complètement pendant Covid. Mais si, par exemple, tu étais un small scale holder farmer, ou si tu étais un ouvrier ou un charpentier ou qui a un business à toi-même, ou si tu étais carrément quelqu'un qui a un petit supermarché, tu pouvais continuer à recevoir ces formations. Donc, ce qui était une bonne chose parce que ça permettait effectivement à nos clients de pouvoir continuer à vendre, de pouvoir continuer leur activité. Donc voilà, je vais dire que je vais m'arrêter là. En mentionnant donc, ce que vous avez fait dans le Covid, donc le thème d'aujourd'hui pour vous, ce n'est pas quelque chose de nouveau qui vient, c'est comme mettre un accent à quelque chose que vous aviez déjà commencé. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez dire vous regardez quelque chose, vous êtes fière de ça, étant directrice aujourd'hui? Bon, malheureusement, j'étais pas là j'étais pas pendant Covid, donc je ne peux pas prendre le crédit, mais mes collègues aujourd'hui qui me regardent peuvent prendre ce crédit. Ils ont très bien fait la chose. Aujourd'hui, pour les femmes, moi, ce que je fais pour les femmes, c'est que, de un, on prend l'entrepreneuriat féminin trop au sérieux. Très au sérieux plutôt. Donc les objectifs qu'on se fixe, c'est vraiment des objectifs de pouvoir avoir assez de femmes qui intègrent notre équipe actuellement au Rwanda, en Éthiopie et au Kenya pour pouvoir fournir des services assez, on va dire, des services assez, on va dire des services dans un cadre qui est plutôt inclusif et diversifié. Donc, c'est-à-dire si aujourd'hui je vais consulter une femme qui est comme moi, qui a les mêmes soucis que moi, on va dire du côté travail, du côté financier, du côté enfant, je vais la comprendre mieux. Je vais interpréter en fait ces soucis parce que ce qu'on fait actuellement à Ingomoko, en tant que société qui s'occupe de l'entrepreneuriat ou qui avance les intérêts des entrepreneurs, c'est qu'on fait tout ce qui va avec la formation, le consulting et le financement. Donc déjà, une femme, par exemple, musulmane, va avoir des appréhensions à pouvoir parler de tout ce qui est financement. Et si elle trouve que c'est une autre femme qu'elle rencontre, ce sera un peu différent. Ce sera on va dire, quelque chose où elle va se sentir un peu plus à l'aise, un peu plus... donc elle va se sentir chez elle, on va dire. Elle va se sentir acceptée et comprise.
Et donc, ce côté-là, on y met vraiment l'accent, mais aussi pour les services aussi digitales, on donne des services digitales. On fait tout ce qui est services digitaux à Inhomoko, c'est-à-dire si on te forme, on te donne un package qui inclut tout ce qui est digital marketing, qui est tout ce qui est te faire un website, qui est tout ce qui va avec comment est-ce que tu peux vendre en ligne. Je vais vous parler d'un projet qu'on a fait il n'y a pas longtemps avec qui s'appelle le e-commerce Rwandamat, je pense que vous connaissez. On connaît très bien. C'est passé maintenant à Hippocyta, mais c'est un projet qu'on a fait, on a formé des entrepreneurs à être sur cette plateforme, qui est une plateforme qui vend. Aujourd'hui, au Rwanda, tu peux commander sur Rwandamat, tu peux commander des produits vivriers, des produits de maison, des produits de décoration, donc voilà ce genre de choses. Donc on a fait ça avec GIZ comme partenaire et on a fait ça pendant, je pense, depuis 2021 et jusque-là, on va continuer jusqu'en juin 2023. Donc ça, c'est un produit digital qui est vraiment disponible pour toute la population. C'est pas seulement pour les hommes, c'est aussi pour les femmes, c'est aussi pour les jeunes. Voilà. Merci. Vous venez de mentionner l'entrepreneuriat donc féminin. Est-ce que c'est seulement des clients, des femmes que vous avez comme clients ou bien c'est en général vous avez aussi des hommes dans le temps de formation? Oui, nous avons 55% de femmes. Nous sommes fiers de dire que nous avons 55% de femmes clientes, entrepreneurs. Nous accueillons les hommes aussi, nous accueillons les hommes également. Et nous avons, donc, on favorise vraiment tout ce qui est trait avec la femme et la jeunesse. Mais nous accueillons également les hommes. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes en train de parler de la Journée internationale de la femme, l'inclusion digitale. Donc maintenant, nous allons accueillir Elisabeth Ougeneza, responsable de la division des solutions logicielles RISA. Bonjour. Bonjour. On est en train de parler de la femme dans le numérique. Que représente tout d'abord pour vous la Journée internationale de la femme? Merci. Bon, pour moi, la Journée internationale de la femme est une journée spéciale pour qu'on ait du temps de réfléchir encore une fois aux inégalités qui ont touché la femme, mais aux droits aussi que la femme doit jouir également comme les hommes, et non seulement aux droits, mais aussi à un environnement qui permet que ces droits puissent être favorable à la femme. Donc, on peut avoir des droits, on peut réclamer nos droits, les avoir, mais si l'environnement n'est pas favorable à ce qu'on jouisse de ce droit, pour moi, je crois que cette journée doit être spécifique pour que tout le monde soit en accordant sur le fait qu'on a des droits, mais aussi on a besoin d'un environnement favorable à ce que ces droits nous soient bénéfiques. Et pour parler d'un peu dans l'impact de la femme dans l'information au sein de votre institution, quel est l'impact direct ou concret de la femme? Bon, actuellement, je crois que vu que le gouvernement fait beaucoup d'efforts, a beaucoup de politiques en place pour que la femme jouisse de mêmes droits au milieu du fonction comme les hommes. À mon institution spécialement, on a un beau quota de la proportion des hommes et des femmes, surtout dans les catégories de decision makers. Mais je peux dire que ce n'est pas suffisant. Donc, vu qu'on est dans un milieu technique, ce qui compte pour qu'on puisse percer dans ces milieux, c'est plus l'efficacité, plus la connaissance, plus la compétence, la compétitivité. Donc, on trouve toujours qu'il y a une lacune dans ces quotas. Donc, si cette journée internationale des droits de la femme vient maintenant avec un thème qui touche l'innovation et la technologie, je crois que c'est une bonne chose pour que maintenant les quotas puissent être un peu plus proportionnels dans ce domaine. Vous venez de nous parler des décideurs, donc dans les agents, les décideurs. Alors, pensez-vous qu'il y a un défi, est-il un défi observé dans ce domaine? Oui, le défi est là. Donc, pour que les femmes soient dans des positions décisionnelles, il faut qu'elles soient préparées bien avant. Et actuellement, on trouve que, bien sûr, il y a quelques exemples de role models, mais quand la femme
n'a pas été formée, n'a pas été exposée au fait qu'elle est capable de monter ses échelons jusqu'à être dans la catégorie de position décisionnelle. Il y a un blocage, on trouve qu'à un certain niveau, le début de la carrière, le niveau du début de la carrière comprend beaucoup de femmes, mais quand on monte les échelons, on trouve qu'ils deviennent de plus en plus peu. Donc, le défi est qu'il y a toujours cette peur ou bien cette manque de confiance dans les femmes, à ce qu'elles peuvent elles aussi monter ces échelons et arriver dans les niveaux qui prennent des décisions. Si on revient un tout petit peu dans la période de Covid, et nous a imposé un confinement à tout le monde. Alors, c'est quoi l'expérience dans vos institutions? Donc, il était question de travailler à la maison. Est-ce que la femme, elle s'est intégrée directement comme les hommes ou bien il y avait une différence à Reta? Je pense que la femme a pris soin plutôt de la maison. Je pense qu'elle a oublié un tout petit peu tout ce qui était digital, peut-être juste sur les réseaux sociaux. Là, je parle de la femme qui est dans un milieu urbain. Prenons moi-même pour exemple, je pense que la femme a un peu, voilà, elle s'est un peu réajustée, elle a réajusté sa vie, elle a réajusté la vie à la maison, les enfants, la famille et tout. Mais je pense que la femme, tout comme l'homme, a su pouvoir utiliser les réseaux pour pouvoir avoir accès à l'information et pouvoir continuer à évoluer. Il y a beaucoup de gens qui ont pu travailler de la maison pendant très longtemps, même après 2020. Je pense que la plupart de nous avons su s'ajuster dans le sens où on prenait nos laptops depuis le matin, et même tu travailles un peu plus longtemps en fait qu'en présentiel au travail. Donc utiliser ton ordinateur, utiliser tes calls ou ou faire ton travail en fait sur ton ordinateur correctement. Je pense que la femme l'a fait au même niveau que l'homme. Je pense qu'on n'a pas eu de soucis à ce niveau. Mais toutefois, je pense qu'il y a certaines femmes, bien évidemment, dont celles dont on parlait, qui sont dans les milieux ruraux, qui n'ont plus eu accès complètement à l'information parce que peut-être qu'elles dépendent d'un centre ou d'un cybercafé ou ce genre de situation où tu n'as pas vraiment tout ce que tu veux à la maison, tout ce que tu veux comme outil informatique, on va dire. Précisément chez vous, parce que ça concerne la formation, donc c'est comme une interaction. Donc, oui. Y a-t-il eu un problème au niveau de communication, puisque vous avez dit que le problème de manque d'accès à l'information, puisque vous travaillez à l'intérieur du pays, c'était comment l'expérience? Donc c'est pour ça qu'on a mis en fait en place le service IVR, qui est le Interactive Voice Recording, qui est quelque chose qu'on a enregistré, pré-enregistré et envoyé à ces personnes. Et donc du coup, ce que la personne doit faire, c'est juste suivre l'information, l'instruction sur le téléphone, mais vraiment un téléphone qui est basique, qui est un téléphone qui n'a pas vraiment Internet. Donc on a fait ça de cette manière pour pouvoir accommoder les autres personnes qui vivent dans les camps de réfugiés, par exemple, qui n'ont pas accès à ce genre de téléphone qui est smart et tout. Donc là, on n'a pas eu de trou du tout dans ce sens-là. Et Elisabeth, pour parler de comment tout le monde travaillait à partir de la maison, Arissa, c'était comment l'expérience? Donc les femmes et les hommes, tout le monde, est-ce que tout le monde était adapté? Bon, je crois que le fait Covid nous a tous surpris. Donc en premier lieu, nous tous, hommes, femmes, avons eu besoin de s'adapter aux nouveaux changements, à la situation de travail à partir de nos domiciles. Mais ce qui a été différent, c'est que nous, les femmes, et Arissa comme ailleurs, devraient aussi prendre soin des autres charges. Comme on était là à la maison, il y avait les enfants aussi qui étudiaient, certains d'entre eux à distance. Donc, c'était un peu diviser notre temps entre pouvoir travailler et aussi pouvoir prendre soin des enfants qui devraient aussi étudier à partir de leur domicile. Donc, pour nous, s'adapter a été, je dirais, le même challenge pour les hommes et les femmes, mais le plus grand défi pour nous a été dans notre milieu qui est
demanding, donc là où on doit vraiment être présent, là où on doit vraiment s'affirmer, d'avoir à le faire, mais en ayant aussi des autres responsabilités. Arita, nous avait parlé de la sensibilisation. Donc, après le Covid, tous les défis auxquels ils ont fait face, à Ingomoko, ils ont développé des programmes pour donc, enregistrer les voix. Et vous, dans votre institution, Arisa, quelle a été la stratégie pour relever le défi complètement? Bon, premièrement, le premier défi était la connexion Internet. Donc, l'institution a mis en place des programmes spéciaux pour qu'on ait une connexion à la maison à plein temps, pour que au moins la connectivité soit assurée. En plus de cela, on a la chance d'avoir un leadership qui comprend aussi des femmes. Comme moi, personnellement, j'étais plus empathique envers les femmes de mon équipe. Donc, c'était comme quelque chose dont on s'est mis d'accord quand on doit prendre soin des femmes au sein de nos équipes pour qu'ils soient physiquement, émotionnellement capables de travailler tout en assurant aussi leur rôle dans leur famille. Donc, ce n'était pas une solution digitale comme telle, mais c'était un support émotionnel, personnel pour des cas spécifiques. Elisabeth, vous êtes responsable de la division des solutions logicielles. C'est impressionnant pour une femme. Qu'est-ce qui fait votre fierté aujourd'hui? Bon, ma première fierté, c'est que je vois plus de femmes, plus de filles intéressées dans le domaine de solutions logicielles. Donc, auparavant, je trouvais que c'était plus dominé par les hommes, mais aujourd'hui, il y a diversité. Donc, on a des branches qui sont purement reliées au coding, donc au développement des logiciels, mais il y a des branches aussi qui sont reliées à ce qu'on appelle quality assurance. Donc, c'est comme assurer la qualité de ce système logiciel. On a aussi des branches reliées au business analysis, donc ceux qui interprètent le besoin des clients qui ont besoin du système et les interprètent dans ce qui doit être mis en œuvre comme solution. Donc, avec cette diversité, il y a plus de filles qui sont intéressées par les solutions logicielles. Donc, ma fierté, c'est qu'aujourd'hui, je ne suis pas seule dans le domaine et que celles qui y sont aussi font bien leur travail. Merci beaucoup. Si vous permettez de revenir un tout petit peu, vous avez parlé de comment sensibiliser les autres parce qu'il y a tout le monde, les femmes, elles sont en avance. Vous avez 55% de clients femmes. Alors, pourriez-vous revenir sur le fait de ne pas laisser les autres derrière? Comment est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui devrait être fait pour que tout le monde soit inclus sans aucune exception? Bien évidemment, de vue. Oui, bien évidemment, quand on recrute nos clients, à Ingomoko par exemple, on a différentes façons de faire. Donc, quand on recrute les clients, on a des targets en place, qui sont les targets de par exemple, combien de clients on veut travailler avec dans l'agriculture, combien dans l'élevage, combien dans tout ce qui est wholesale business, combien on veut dans tout ce qui est petits métiers, ce genre de choses. Alors, on se focalise sur les femmes et on se focalise sur les jeunes. Mais les jeunes, quand on dit jeunes, ça peut être femmes et hommes. Et on ne laisse jamais les hommes parce que les hommes sont... Je pense qu'il y en a tellement qui sont déjà dans le business qu'on ne les laisse pas. Donc, on a deux façons de le faire aussi. On recrute des hommes et des femmes qui ont déjà des petits business. Et on recrute ceux qui sont des startups complètement. Donc, c'est-à-dire des gens qui ont juste un business idea. Et puis, on transforme cette idée maintenant on a un job qui est vraiment tangible. Et donc, du coup, on ne laisse jamais les hommes, parce que les hommes sont toujours là, déjà, à la base. On ne laisse jamais les hommes derrière, et surtout pas les jeunes. Parce que nous pensons que les femmes, quand une femme travaille ou quand une femme a un métier,
ou quand elle a un business, il y a beaucoup plus de gens qui bénéficient de cet apport, en fait. Que ce soit ses enfants directement, que ce soit sa famille, donc on va dire ses parents, ses frères et sœurs et tout. On voit plus la femme apporter beaucoup dans tout ce qui est éducation et dans tout ce qui est santé aussi, à toute la famille. Donc c'est pour cela que la femme est vraiment notre centre où on veut vraiment que la femme soit un objet de plus d'attention. Mais toutefois, on n'oublie pas les hommes. On n'oublie pas les hommes du tout. Ils sont là et les jeunes aussi. Nous rappelons que nous sommes en train de parler de l'égalité de la femme et de l'homme dans l'innovation et la technologie. Elisabeth, chez vous, c'est un peu différent. Vous, c'est l'information et eux, c'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, eux, la base, les valeurs ou bien les objectifs, les premiers objectifs, c'est la formation et la consultance. Chez vous, quand on parle de différence entre une personne qui a la compétence et une personne qui est habituée à la technologie, comment est-ce que vous gérez cette différence? La différence se manifeste quand on fait face à un projet quelconque. Donc, c'est là où on manifeste cette différence. Et notamment, pour ceux qui ont la compétence, on trouve qu'il y a cette capacité à traduire le projet dans les termes techniques. Mais pour ce qui concerne l'autre. Donc les outils, comment utiliser, comment manier les outils de la technologie, parce que toutes les personnes qui ont une grande compétence ne sont pas habituées à la technologie. Donc comment est-ce que vous gérez? Est-ce qu'il y a des formations? Comment est-ce que vous relevez ce défi? Oui, le maniement d'outils relève de formation maintenant. Donc, la compétence relève de ce qu'on a acquis dans notre parcours académique. Mais pour manier les outils, là, donc, on a besoin de savoir quel outil est le mieux placé pour un projet spécifique. Donc là, on a besoin de formation. Donc à RISA, même pour l'ensemble du gouvernement, on a des programmes de capacity building, donc de formation pour relever la compétence de personnel dans le gouvernement. Et en partenariat avec le GIZ, on organise ces formations tout au long de l'année et ils sont purement techniques et ils sont adaptés exactement au rôle et aux positions qu'on a au sein du gouvernement. Donc, c'est comme ça qu'on relève ces défis en donnant des formations qui sont bien spécifiques au rôle et aux fonctions qui sont au sein du gouvernement. Parlons de projets, donc maintenant, parlons de projets que vous développez. Y a-t-il des projets qui vraiment sont centrés sur le thème d'aujourd'hui, l'innovation et la technologie? Je dirais que oui. Je dirais que oui, parce que nous pensons qu'on ne peut rien faire sans la technologie. Donc, comme je vous ai dit, parmi les formations qu'on donne, déjà à la base, par exemple cette année, nous avons comme but de recruter 8100 clients, nouveaux clients, et de pouvoir donner des investissements, on va dire, des microcrédits à 3000 clients qui totalisent environ 4 millions de dollars. Donc, on ne peut pas faire ça sans la technologie. Donc là, maintenant, déjà, à la base, nous, ce qu'on voudrait faire à Ingomoko, c'est de pouvoir avoir un co-banking system, parce que nous sommes agréés par la Banque nationale. Donc, on veut avoir un co-banking system qui nous permet de pouvoir donner ces microcrédits ou ces crédits, parce qu'on donne de $50 jusqu'à $50 000, dépendamment du business de la personne ou du demandeur. Et du coup, on ne peut pas faire ça sans la technologie déjà à la base. Donc, on utilise la technologie. Et là, actuellement, on est en train de pouvoir identifier quel est le service provider avec lequel on va travailler pour pouvoir inclure ce co-banking system à Ingomoko. Ça nous permet d'avoir un loan turnaround time, un loan turnaround time qui est plus rapide. C'est-à-dire, on se met la pression pour dire, OK, si c'est un grand crédit, on va le donner en déant 1 mois. Si c'est un plus petit crédit, on pourra faire 2 semaines. Donc, on a vraiment des timelines qui sont précis.
Ensuite, même pour nos clients qui reçoivent ça, ils doivent avoir des comptes en banque. Ils doivent pouvoir donner leur balance sheet, income statement, tout ça. Tout ça se fait par ordinateur, historique bancaire, tout ça se fait par ordinateur. Et nous leur donnons aussi, parmi les services qu'on leur donne vraiment des services digitaux. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est website, tout ce qui est présence en ligne. Donc, présence en ligne, peut-être pas le website seulement, mais vraiment social media. Comment est-ce que tu fais connaître ton business? Et encore une fois, je vais parler du e-commerce, du Rwandamat, où on a été vraiment très impliqués pendant l'année 2021, 2022 et actuellement aussi jusqu'en juin 2023. On travaille avec eux. Et ce qu'on fait avec eux, c'est vraiment s'assurer qu'on a au moins une liste de 400 businesses d'ici janvier à juin 2023, 400 businesses qui seront sur le Rwandamat. Et maintenant, leur rôle à Hypostas, ce serait vraiment de médiatiser ça, de faire en sorte que tous les Rwandais sachent que le Rwandamat existe et qu'on peut commander des affaires en ligne, qu'on peut commander des courses en ligne, on va dire. Et je pense que tout ça, ça a trait avec le digital, en fait. Ça a trait avec l'Internet, ça a trait avec la technologie, ça a trait avec l'innovation. Oui. Elisabeth, pour une femme qui est, par exemple, en province, comment est-ce qu'elle bénéficie des solutions de logiciels d'une manière simple? Bon, d'une manière simple, je dirais à travers les services qui sont déjà digitales, comme le service de Irembo. Donc, d'une manière directe, ça touche tout le monde, inclut les femmes dans le milieu rural, mais aussi les services de paiement électronique comme le Mobile Money, Airtel Money. C'est une façon directe de ces femmes d'avoir accès à ces services et aussi d'être en quelque sorte inclus dans le monde des solutions logicielles. Aujourd'hui, on est en train de célébrer la femme. Alors, d'un point de vue personnel, aujourd'hui, si je pouvais vous parler, vous personnellement, de ce que vous pouvez dire comme accomplissement dans votre profession, que répondez-vous? En tant que femme. Ouais, en tant que femme. En tant que femme, je pense que je suis fière d'être, je vais dire maman d'abord, maman d'abord, de 2 enfants, de presque 5 ans et 4 ans. Et c'est mon premier rôle. Je pense que c'est mon premier travail, être maman. Mon deuxième rôle, c'est le rôle que j'occupe actuellement avec Inhomoko. Je suis fière de pouvoir être à la tête d'une organisation qui non seulement change la vie des gens au quotidien, c'est-à-dire vraiment on s'occupe du livelihoods on va dire les chiffres qui indiquent qu'on fait du bon travail, c'est les chiffres qui montrent que je parlais de ça en anglais, like annual revenues de la personne change, qu'elle peut s'offrir certaines choses comme les soins médicaux, comme l'éducation de ses enfants, comme pouvoir revenir pour un second crédit, un troisième crédit, un quatrième crédit. Et ça, on parle vraiment de personnes qui sont à la base très... qui sont venus au Rwanda sans rien, surtout, qui étaient réfugiés, qui ont commencé avec Inhomoko, qui ont grandi et qui aujourd'hui sont vraiment des business qui sont bien établis, qui sont registered aussi. Mais pas seulement ça, on est aussi dans Kigali, on est dans le côté urbain, on fait des projets avec BK Rumuri, avec MTN Level Up UBs, avec certains clients aussi qui sont basés à Kigali. Donc on fait beaucoup de choses. Mais vraiment, aujourd'hui aussi, dans le monde dans lequel on est, l'entrepreneuriat compte beaucoup parce que ce n'est pas tout le monde qui peut avoir un travail après ses études. Donc du coup, ça me rend fière de pouvoir dire que voilà, j'occupe un rôle ou une place qui fait que voilà, il y a beaucoup de gens qui bénéficient des programmes d'Inhomoko et qui peuvent avoir access to a better life, on va dire, pour avoir une meilleure vie, pour avoir de meilleurs résultats en fait, en général, conditions de vie, tout ça. Donc, oui, je suis fière de ça, mais aussi pour les autres rôles que dans lesquels j'ai pu travailler. J'ai pu travailler dans beaucoup de secteurs. J'ai travaillé à la banque pendant 5 ans. J'ai travaillé dans un
dans un food plant, African Proof Foods, pendant 5 ans et demi. J'ai travaillé dans beaucoup de rôles qui étaient vraiment valorisants en fait, pour une femme. On va dire des rôles qui auraient pu être regardés comme des rôles d'hommes. Donc j'ai eu la grâce de pouvoir faire ce genre de travail, de pouvoir aussi avoir des équipes que je gère qui m'ont beaucoup appris. Donc je suis humbled par tout ce qu'ils ont pu m'apprendre, soit les hommes, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Je trouve qu'en tant que femme, c'est vraiment aussi un achievement de pouvoir dire, voilà, j'ai appris d'un homme et j'ai appris d'une femme et j'ai appris de toute l'équipe, que ce soit jeune ou un peu plus âgé que moi. C'est une grâce. Je suis aussi fière de faire partie de mouvements, de différents mouvements de femmes et de projets qui sont plutôt des projets qui avancent la communauté, on va dire, qui n'avancent pas que moi, que pas mes intérêts. Il y a ce qui s'appelle le Village de la Femme. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Village de la Femme. Voilà, donc je fais partie de ça et bien d'autres initiatives qui font vraiment que ça ne touche pas que moi ou ma famille, mais que ça rapporte aussi à la communauté en général. En tout cas, c'est à féliciter, puisque là, on pourrait dire que c'est la preuve qu'ici au Rwanda, la femme, il y a l'égalité. Il y a l'égalité. Alors, j'aimerais revenir sur Elisabeth. Donc, vous êtes responsable d'une division de solutions logicielles. Ça vous demande beaucoup d'efforts. Alors, comment gérez-vous le social, la maison, la famille, donc la femme, parce que ça, c'était une transition, le professionnel, on en a parlé. Mais maintenant, revenons sur la femme africaine, particulièrement la femme rwandaise. Pourriez-vous nous partager votre expérience? Bon, j'ai fait face à beaucoup de défis, ça je l'avoue, et la plupart d'eux venaient des stéréotypes qu'on a qui impactent notre confiance, notre courage à pouvoir faire ce dont on est capable de faire. Donc, dans ma vie professionnelle, bien sûr, avec ma vie ou mon boulot de mère à plein temps, de mère célibataire. Donc, ce n'est pas chose facile, mais comme je disais au début, pour moi, les droits de la femme doivent aller en tandem avec un environnement qui lui est favorable de jouir de ses droits. Donc, tout au long de ma carrière, j'ai eu la chance, évidemment, d'évoluer dans un pays où les droits de la femme sont bien en place et respectés, mais aussi d'avoir des chefs, des collègues qui sont vraiment un support system pour moi. Donc, c'est pas facile, donc je dirais, dans le monde de la technologie, il faut être toujours à jour avec les avancées technologiques. Il faut, donc on étudie constamment tout ce qui est nouveau et pour pouvoir gérer une équipe des ingénieurs en informatique et spécialement en solutions logicielles, là, ça devient autre chose. Donc, ce qui m'aide, c'est de trouver un bon temps pour m'instruire, pour être à la page des avancées dans mon domaine, mais aussi d'être, je dirais, optimiste, parce que je sais qu'il y a beaucoup à travers de nos chemins comme femmes. Si on fait attention à ces stéréotypes qui nous font croire que non, la femme n'a pas la même capacité que les hommes, ou même le stéréotype que je brise carrément et qui me fait avancer, c'est quand j'échoue ou quand je commets une erreur, là je me dis que la femme. Oui, là je me dis que c'est humain, ce n'est pas la femme. Donc un homme dans ma position, dans ma situation, aurait lui aussi commis une erreur, lui aussi pourrait échouer à cette tâche. Donc ce n'est pas parce que je suis femme que je peux donner le 100% dans ce rôle, c'est parce que je suis humaine. Donc en brisant ces stéréotypes, ça m'aide à donner le maximum que je peux donner. Si ce n'est pas 100%, là, je me dis que ce n'est pas ma faute, ce n'est pas la faute que je suis une femme. Et si c'est 100%, là, je me réjouis que voilà la preuve qu'une femme peut aboutir à des choses magnifiques. Donc, le système qui m'aide à jouir de mon rôle pleinement, mais aussi ma personnalité qui me dit que
je suis humaine, je suis capable, donc je ne me blâme pas de ce que je n'achieve pas à 100%. Vous n'avez pas accompli. Oui. Oui. Aretha, elle vient de nous parler de comment elle brise les stéréotypes. Est-ce que dans votre parcours professionnel, vous avez déjà identifié ou bien fait face à un stéréotype? Par exemple, elle vient de dire qu'il y a une erreur qui est commise. Tout le monde avait tendance à dire dans le temps, ah, c'est normal, c'est une femme qui conduit la voiture, elle conduit mal, ah, ça doit être une femme. Alors, dans votre situation, est-ce que vous avez déjà fait face à ce genre de problème? Je pense qu'on fait on fait toutes face à ça, hein, d'une manière ou d'une autre. Pas directement, je dirais. L'attaque n'a pas été directe, mais il y a aussi beaucoup de choses. Tu te remets en question. Tu te remets en question toi-même, avant même que la personne ne vienne t'attaquer. Tu te remets en question dans le sens où tu te dis, est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que je vais le faire aussi bien que l'autre? Et je pense que c'est de ça dont on doit se rappeler, en fait. On doit se rappeler qu'on n'est pas... voilà, on est humaine avant tout. L'erreur est humaine. C'est pas parce que je suis une femme ou parce que je suis moins capable que l'homme ou parce que je suis pas assez préparée pour ce rôle ou pour ce genre de défi. Mais je pense que oui, je pense que j'ai déjà eu, je ne peux pas me rappeler d'exemples concrets, mais je pense que j'ai déjà eu à faire face à des stéréotypes où la personne pense que vous avez peut-être le même niveau au niveau du travail, mais elle pense que vous êtes inférieur ou il a plus de force que vous. Non, sûrement, ça se passe. Merci. Je vais vous parler d'un scénario parce que tout le monde, il y a un stéréotype quand on parle d'une personne, une femme particulièrement qui est influente. On a toujours tendance à dire elle s'occupe pas bien de la maison et tout ça. Il y a une personne, une fille qui est sur le banc de l'école qui est en train de nous regarder. Quel message pourriez-vous donner à ces filles qui sont toujours sur le banc de l'école, qui visent loin mais qui ont peur de voir si j'avance beaucoup, c'est comme si je manque le temps de m'occuper des tâches de la maison et tout ça. Quel message pourriez-vous lui dire, communiquer, Elisabeth? Pour ces jeunes filles, je suis d'abord fière d'avoir une voix, de pouvoir leur parler. Je peux leur dire, leur carrière, leur vie ne se limite pas seulement à leur capacité à être femme, donc épouse ou mère. Il y a une carrière aussi qui doit complémenter leur autre vie. Donc, la vie est composée de plusieurs aspects. Donc, il ne faut pas se focaliser seulement sur l'aspect, je dirais, qui a été culturellement plus mise en avance par rapport aux autres. Donc, elles doivent considérer tous les aspects avec le même poids parce que le futur est digital. Donc, mère au foyer ou bien ou épouse tout simplement, dans le futur, on fera tous face à un monde plus digital qu'aujourd'hui et il n'y a pas moyen d'y échapper et il n'y a pas autre moment d'être plus intéressé, plus investi que maintenant. Et je dirais, si chacune d'entre ces jeunes filles prenait comme devoir que c'est moi, donc il n'y a personne d'autre qui doit prendre le premier pas pour embrace, donc pour vraiment entrer dans l'aspect digital de leur vie. C'est leur propre vie, donc il n'y a que moi et c'est maintenant le moment d'embrasser ce monde digital parce que dans la vie, le futur sera digital, donc il n'y a pas moyen d'y échapper. Et vous, Aretha, donc maintenant, avant de vous laisser partir, je vais vous poser une question. Donc, s'il était question de revenir en arrière, qu'est-ce que vous aimeriez en tant que femme aujourd'hui? Donc, c'est un parcours, vous avez commencé par être une fille à l'école. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez corriger ou bien changer dans tous les stéréotypes ou bien la mentalité des personnes qui étaient autour de vous quand vous avez grandi? J'aimerais d'abord répondre à votre première question. Donc, pour les filles qui sont sur le banc de l'école aujourd'hui, moi je leur dirais que c'est vraiment like the sky is the limit. C'est vraiment pas une question d'être femme ou d'être fille
ou d'être né garçon ou d'être né, c'est vraiment ton potentiel que tu dois mettre en avant. C'est vraiment pouvoir te développer au niveau où tu te sens fier de tes accomplissements. C'est pas une question de sexe. Moi, je trouve que c'est pas une question de sexe. Et comme Elisabeth vient de le dire, le monde est digital aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui, là où on est, nous sommes, il est déjà digital. Donc, j'imagine pas qu'elles peuvent... elles peuvent pas dévier. Voilà, donc il faut vraiment s'en rendre compte, et c'est maintenant. Et pour l'autre question, quelle aurait été... Enfin, je pense que j'ai grandi dans un environnement où, déjà, ayant 3 grandes sœurs, j'ai jamais été comparée à un garçon. Donc, je suis peut-être pas la personne la mieux placée pour pouvoir faire ce commentaire. Mais je dirais qu'en général, il faut qu'on élève nos enfants en leur faisant comprendre, en faisant comprendre aussi aux garçons, parce qu'on a tendance à plutôt parler aux filles et ne pas se rendre compte que les garçons regardent. Donc vraiment, pour moi, je pense que l'éducation que tu donnes à ta fille actuellement serait la même éducation que tu donnes à ton garçon, à ton fils. Ton fils devrait pouvoir faire des tâches ménagères. Ton fils devrait pouvoir faire tout ce que ta fille fait à la maison, en tant qu'enfant, J'aime bien la façon dont Men Engage, je ne sais pas si vous êtes au courant de Men Engage, oui. C'est vraiment le lobbying et l'advocacy qui se fait au niveau de l'homme, vraiment. Comment est-ce que l'homme doit se comporter vis-à-vis de sa femme, vis-à-vis de la femme en général, vis-à-vis de l'égalité des sexes. Et ça, je trouve que c'est très important parce que des fois, le message est toujours dirigé vers les femmes. Oh, vous devez faire ci, ou vous devez faire ça, vous devez être ceci, vous devez être cela. Mais si on parle aux hommes et qu'on leur parle des violences conjugales, qu'on leur parle du fait que leurs femmes ont des droits aux services digitaux, par exemple, ça va changer la donne, ça va complètement changer comment et je pense que ça, c'est un mouvement que certaines ONG ont commencé, même à l'intérieur du pays, qui est une bonne chose. Donc moi, si je revenais en arrière, ce qu'on m'aurait appris si j'avais eu un frère, c'est qu'on nous éduque de la même façon, de la même voie. Si je dois faire mon lit, il doit faire son lit. Si je dois faire des tâches ménagères, il doit les faire. Si je dois apprendre à cuisiner, il doit apprendre à faire la nourriture. Donc voilà, ce genre de choses, ce genre des petits exemples, mais vraiment des petits exemples quotidiens qui permettent de faire comprendre à l'homme aujourd'hui, enfin l'homme qui sera dans le futur, que ta femme, même si elle fait certaines tâches, ben, tu peux l'aider en fait, tu peux l'aider. Aujourd'hui, à Inhomoko, juste pour finir, Inhomoko, on a un congé parental qui est un congé parental aussi pour l'homme. Donc l'homme prend un congé parental comme la femme prend un congé parental de maternité. Donc en fait, quand la femme met au monde, l'homme peut prendre jusqu'à 2 mois de congé. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que même quand vous parlez salaire ou parlez rémunération, vous ne pensez pas aux femmes en tant qu'être un peu plus faible en fait. Parce que les femmes, elles s'absentent pendant 3 mois pour aller accoucher et prendre soin de l'enfant, et le moment qu'elles reviennent, il y aura au moins un vacuum pendant 3 mois. Mais non, aussi ça, c'est aussi ouvert aux hommes. Donc la femme peut prendre 2 mois et le mari prend 1 mois. Ils se divisent les mois. Donc ça aussi, ça permet à l'homme de comprendre qu'il a des tâches à la maison, et qui n'est pas différent, qui n'est pas aussi différent. Et du coup, je pense que ça remet en question beaucoup de choses. Ça remet en question aussi comment l'homme est perçu dans la société, comment l'homme est perçu au travail. Et on fait ça justement pour non seulement le bonding time avec l'enfant, mais vraiment aussi pour montrer que nous deux en tant que parents, nous avons ce rôle de pouvoir élever notre enfant et de pouvoir être absent au travail, et c'est OK, c'est OK, ça va. Justement, vous parliez de l'homme, c'est le dernier point avant de dire au revoir, mais avant de revenir sur l'homme, l'importance de l'homme, parce qu'il y a toujours un frère, un parent, donc un père, un éducateur, un tuteur, donc il y a toujours un message, parce que il contribue aussi au développement socio-économique de la femme. Mais avant de faire un commentaire sur ça, est-ce que vous avez un commentaire sur ce que Aretha vient de dire, si vous pouvez oui. L'expérience de l'homme, la femme, mais depuis le début, quand ils sont enfants. Bon, je crois que la responsabilité revient aux parents, comme elle vient de le dire. Quand on élève nos enfants d'une manière différente,
ça, évidemment, le garçon se sentira plus favorisé, plus supérieur et plus capable dans certains domaines que la fille. Donc, les responsabilités revenant aux parents, mais aussi aux jeunes garçons qui actuellement ont eu déjà la notion de ce que ça fait comme l'impact négatif à la société. Donc, les parents, pour rectifier cela, comme je viens de le dire, devraient éduquer les enfants d'une manière pareille, égale. Mais aux garçons aussi, aux hommes aussi, c'est leur rôle, parce que les droits de la femme nous ont été privés par les hommes. Oui. Ils ont aussi le rôle, la responsabilité de restaurer ces droits. Donc, hommes ou garçons qui entertain, donc qui est indifférent à de telles actions, devrait aussi se reconsidérer ses valeurs, parce qu'on ne doit pas être indifférent à ça en tant qu'homme ou garçon. Merci beaucoup Elisabeth. En 30 secondes, quel message pourriez-vous donner à une femme qui nous suit à l'occasion de la Journée internationale de la femme, et aussi à un homme qui est en train de nous suivre parce qu'il est toujours à côté en train de contribuer? À la femme, c'est un message de joie. Célébrons nos droits, célébrons nos capacités, célébrons notre intelligence, parce que ça commence par nous-mêmes, ça vient de soi. Et aux hommes, aidons les femmes, créons cet environnement qui aide les femmes à vraiment jouir de leurs droits. J'insiste là-dessus parce qu'on voit, comme aujourd'hui, beaucoup d'hommes vont mettre sur leur statut WhatsApp Happy Women's Day, my wife, my girlfriend, my sister, and so forth. Mais au-delà de ce message, au-delà de ce geste, il y a leur soutien à ce que les femmes aient vraiment un milieu qui leur permette de jouir de leurs droits comme les hommes. Ouais, merci beaucoup. Et Aretha, vous, quel message directement, très rapide? Je dirais, le premier message, c'est aux institutions qui nous suivent ou aux personnes qui sont en charge des institutions. Dernièrement, nous avons eu le Gold Seal du Gender Monitoring Office. Et ça montre qu'on a créé un environnement favorable pour le gender equality, pour le diversity and inclusion, la diversité et l'inclusion. Je pense que c'est quand même très important le mouvement que le Rwanda a mis en place, qui s'appelle le Gender Monitoring Office. Et on a eu le Gold Seal, et l'une des choses qu'on a fait et qu'on est toujours en train de mettre en place, c'est le Wellness Room. Un room ou une chambre ou une place pour la femme, mais aussi pour l'homme. Pour la femme, pour qu'elle puisse avoir ce moment, ou par exemple pour avoir ce moment privé, on va dire. Pour la femme surtout qui est en maternité, voilà, vous comprenez un peu. Donc du coup, ça c'est un grand message pour toutes les institutions qui cherchent à avoir le Gold Seal de Gender Monitoring Office. Je pense que c'est vraiment important. Pour la femme qui nous écoute, Happy Women's Day, Happy International Women's Day. C'est notre temps de vraiment enjoy nos accomplishments, fêter avec nos chères sœurs. Et pour l'homme qui nous écoute, un peu comme Elisabeth vient de le dire, soutenez-nous. Vraiment, soyez derrière nous et soutenez-nous. Ouais. Merci beaucoup. Merci Elisabeth, merci Aretha. Nous étions en train de parler de la Journée internationale de la femme, parlant de l'innovation et le numérique, donc dans le sens de l'égalité de l'homme et de la femme. Merci d'avoir suivi. Nous vous souhaitons de continuer à suivre les programmes de la télévision rwandaise. C'était avec Amandine.